J'ai entendu de la bouche de M. Gorbatchev et de responsables américains, dont James Baker, qu'il y avait eu un accord avec l'URSS pour ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Oui. Quand on a étudié la question de la réunification allemande et du départ des troupes soviétiques d'Europe de l'Est, les responsables américains et le secrétaire général de l'OTAN, je crois que c'était M. Werner à l'époque, ont tous affirmé que l'URSS pouvait être sûre d'une chose. La frontière orientale de l'OTAN ne serait pas déplacée plus loin que la frontière actuelle de l'Allemagne de l'Est. Et ça n'a pas été respecté. Rien n'avait été couché sur le papier, c'est une erreur de Gorbatchev. En politique, il faut toujours mettre les choses sur papier. Gorbatchev s'est contenté de parler avec les Américains. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'OTAN a été créée quand il y avait une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre ce qu'on appelait les deux camps. Mais le pacte de Varsovie n'existe plus, l'Union soviétique non plus. Il faut se poser la question, à quoi sert l'OTAN? J'ai l'impression que pour justifier son existence, l'OTAN a besoin d'un ennemi. Elle est donc sans cesse en train d'en chercher un ou de chercher des actes de provocation pour pouvoir en désigner un. The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either. However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day, it refers to one type of situation, namely one center of authority, one center of force, one center of decision-making. It is a world in which there is one master, one sovereign, and at the end of the day, this is pernicious not only for those within this system, but also for the sovereign itself, because it destroys itself from within. One state, and of course, first and foremost, the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural, and educational policies it imposes on other nations. Aujourd'hui, l'OTAN n'est qu'un outil de la politique extérieure américaine. Les États-Unis n'ont pas d'alliés, uniquement des vassaux. Quand un pays devient membre de l'OTAN, il a beaucoup de mal à s'opposer à la pression émanant d'un pays aussi important que les États-Unis, qui pilote l'organisation. Il peut soudain voir apparaître sur son territoire un système de défense antimissiles balistiques, de nouvelles bases militaires et même, si besoin, des armes offensives. Et nous, que devons-nous faire face à cela? Nous devons prendre des contre-mesures, c'est-à-dire mettre dans la ligne de mire de nos missiles les installations qui, selon nous, commencent à représenter une menace. C'est ainsi qu'apparaissent les tensions. Pourquoi réagissons-nous de façon si épidermique à l'élargissement de l'OTAN? Nous comprenons très bien la raison d'être de l'OTAN, ou plutôt le fait qu'elle n'en a plus, mais aussi le danger que représente pour nous cette organisation. Qu'est-ce qui nous inquiète au juste? C'est le mode de prise de décision. Je sais comment les décisions sont prises. Je me souviens de l'une de nos dernières rencontres avec le président Clinton. Il était venu à Moscou. Au cours de la discussion, je lui ai demandé si on ne pourrait pas envisager que la Russie intègre l'OTAN. Clinton m'a répondu qu'il n'était pas contre, mais toute la délégation américaine est soudain devenue très nerveuse. Et vous avez fait la demande? Pourquoi les Américains étaient-ils si nerveux? Parce que si la Russie intégrait l'OTAN, elle aurait toujours voix au chapitre. Et nous ne nous laisserions jamais manipuler. Mais nos amis américains ne l'accepteront jamais. Si vous faisiez partie de l'OTAN, vous devriez partager vos données sur le nucléaire avec les États-Unis. Après l'effondrement de l'Union soviétique et le changement de notre système politique, nous avons fait preuve d'une ouverture telle, y compris vis-à-vis des Américains, que cela a même englobé la situation de nos forces nucléaires. On n'avait quasiment plus aucun secret. Les observateurs américains ont eu accès à l'une de nos plus importantes usines de fabrication de composants nucléaires, et ce, de façon permanente.
On a vraiment tout mis sur table. Et cela ne représentait pas une menace pour nous. Mais chez vous, ce qui est curieux, c'est que les présidents changent, mais pas la politique. En tout cas, pas sur les questions de principe. Autrefois, les soviétiques étaient très réalistes vis-à-vis de la politique des Américains. Ils essayaient toujours de comprendre leurs intentions. Je ne sais pas si vous avez toujours des groupes d'experts chez vous. J'imagine que oui, qui vous disent de façon très précise quelles sont les intentions des États-Unis. Oui, bien sûr. À mon avis, quand on pense qu'on est la seule puissance mondiale et qu'on tente de faire entrer cette idée dans la tête de millions de gens, on fait naître des réflexes impérialistes au sein de cette société. Et cela exige une politique extérieure qui soit en accord avec ces attentes. Les dirigeants du pays sont donc obligés de respecter cette logique. Mais en réalité, cela ne va pas dans le sens des intérêts du peuple américain. C'est ainsi que je vois les choses. Parce qu'au final, cela est source de problèmes et de conflits. Cela démontre aussi qu'il est impossible de tout contrôler. Je crois que cela a toujours été comme ça aux États-Unis. La Russie est leur ennemi désigné. Elle l'était sous le communisme, elle l'est sous le poutinisme. C'est l'ennemi par excellence. Après la Seconde Guerre mondiale est apparu le système des deux blocs. Je pense que l'Union soviétique a fait alors une erreur stratégique. Mais à cette époque, elle réagissait de façon assez primaire et doctrinaire. Elle a ainsi fourni un prétexte aux États-Unis et aux pays européens pour créer l'OTAN et s'engager dans la guerre froide. Je pense que lorsque les États-Unis se sont sentis à la tête du soi-disant monde libre, d'autant plus après la chute de l'Union soviétique, ils ont soudain eu l'illusion qu'ils pouvaient tout se permettre, et en toute impunité. C'est un piège parce que, dans une telle situation, et le dirigeant et le pays vont commencer à commettre certaines erreurs. On ne ressent plus le besoin d'analyser les situations ni de penser aux conséquences de sa politique. Le pays ne sait plus bien fonctionner. Il enchaîne les erreurs. C'est dans ce piège que les États-Unis ont fini par tomber, selon moi. C'est donc la question. Où en sont les États-Unis? Quelle est leur stratégie dans le monde? Je répondrai très précisément et très franchement à cette question, mais seulement quand je serai à la retraite. Je peux vous dire ce que j'en pense et vous pourrez réagir. Je sais que beaucoup de gens bien renseignés pensent que la stratégie américaine est de détruire l'économie russe pour la faire régresser à son niveau des années 90. Les États-Unis veulent changer le leadership russe pour faire de ce pays un allié. En gros, ils veulent dominer la Russie comme par le passé. Les États-Unis pensent qu'ils ne sont pas allés assez loin, qu'ils auraient pu la priver de son arsenal nucléaire. C'est une théorie envisageable. C'est tout à fait possible. Mais si c'est le cas, je pense que c'est une politique erronée. Parce qu'elle n'envisage pas les relations avec la Russie dans une perspective d'avenir. Les gens qui pensent ainsi ne se projettent pas dans les 25 à 50 prochaines années. S'ils le faisaient, ils envisageraient leurs relations avec la Russie sous un angle très différent et ils n'essaieraient pas de faire de la Russie leur vassal. Je comprends. La Russie ne lâchera rien. Sous Staline, les Russes ont donné leurs bijoux, tous leurs biens pour soutenir leur gouvernement contre les nazis. C'était bien plus qu'une question d'argent. C'était leur vie qu'ils jouaient. Notre peuple s'est battu jusqu'à la dernière goutte de sang, pas jusqu'à son dernier kopek. La chose la plus importante en Russie, c'est son peuple, sa conscience collective, sa façon d'être. Et ce peuple ne peut pas exister sans la souveraineté de son État.
C'est cela que nos partenaires doivent prendre en compte pour construire avec nous des relations justes et durables, plutôt que d'employer la menace nucléaire. Ainsi, nous n'aurions plus à dépenser autant pour la défense. Jugez par vous-même, l'an dernier, en équivalent dollar, nous avons dépensé 40 milliards pour la défense. Et les États-Unis, plus de 460 milliards. Plus de 10 fois plus. Et pour le budget de l'année en cours, celui de 2016, c'est plus de 600 milliards. C'est totalement démesuré. Ça représente plus que les budgets de défense de tous les pays du monde réunis. Nous avons des élections en Amérique cette année. Aucune de ces questions, l'environnement, quelles alliances établir, n'ont été abordées. La rhétorique est celle de la force, pas de concession. On relance l'effort militaire. Et c'est le cas des deux côtés, y compris chez Hillary Clinton, qui a vraiment viré néoconservatrice en faveur de la ligne dure vis-à-vis de la Russie. Elle a d'ailleurs soutenu l'intervention en Syrie. And we have to send a very clear message to Putin that this kind of belligerence, this kind of testing of boundaries will have to be responded to. Et pour couronner le tout, le Pentagone a récemment affirmé par la bouche du général Joseph Dunford que la Russie constituait la principale menace pour les États-Unis. Il a fait une déclaration très musclée. If you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the United States, I'd have to point to Russia. And if you look at their behavior, it's nothing short of alarming. Nous savons tout cela, et nous ne pouvons bien sûr pas nous en réjouir. Pourtant, nous avons toujours été prêts au dialogue, dans quasiment tous les domaines. Mais durant leurs campagnes électorales, les États-Unis ont malheureusement pris la mauvaise habitude d'user et d'abuser de la question russe. Ensuite, on nous dit de ne pas y prêter attention, que c'est juste de la rhétorique de campagne. Nous nous mettrons d'accord après. Mais sacrifier des relations entre gouvernements et entre États sur l'autel d'un processus électoral est une grande erreur, selon moi.